poursuit sur le dossier, cette fois-ci, de la CEDEAO et le cas Niamey. Nouvelle visite de la CEDEAO à Niamey. Quelle issue pour cette diplomatie peut-être engagée par la CEDEAO? Est-ce que favorable ou encore ça serait toujours droit dans ses bottes le président actuel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie? On a entendu qu'une mission de la CEDEAO est attendue du côté du Niger, plus précisément à Niamey. Mais je ne pense pas si cette mission sera accueillie ou bien l'issue sera favorable. Bon, la mission déjà, on a accueilli la mission. Les missionnaires même y ont passé la nuit. Je ne pense pas si ça sera fructueux. Ça, c'est depuis samedi. On a annoncé depuis samedi 19, la mission a effectué la visite. Mais je ne sais pas si vous avez suivi encore les annonces, le discours du général Abdraman Tiani, qui est le chef de la junte, qui a annoncé d'ailleurs une transition de 3 ans et qui annonce aussi l'ouverture d'un dialogue inclusif. Et nous, on est en Guinée, quand on nous dialogue inclusif, ça nous fait rire. On ne souhaite même pas. On ne souhaite même pas. Il ne faut pas nous maudire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Non, il ne faut pas nous maudire. Il ne faut pas nous comparer au Niger encore. Il y a une union qui a été créée, c'est l'union des chefs d'État putschistes. D'accord, justement. Non, peut-être c'est lui qui est le parrain. De droit ou de fait? Non, peut-être. Cette stratégie aujourd'hui que le Niger est en train d'adopter, ne sois pas surpris que ça a été la stratégie peut-être de la Guinée, du Mali. D'abord, après le push, il faut faire d'abord une concertation nationale. Mais je veux d'ailleurs qu'il rectifie ça. Il ne faut pas nous comparer au Niger. Justement, et ce qu'il est en train de dire, qui sait ce qui se passe en Guinée ici. Tu peux poursuivre. Cela, moi je pense que toutes les portes du dialogue ont été fermées par le chef de la junte, qui annonce 3 ans déjà de dialogue inclusif. Oui, mais c'est ce qui veut dire il veut négocier sur ça, mais est-ce que ça pourra marcher vu que vous êtes au courant que le vendredi et le samedi, le chef d'état-major des armées de la CEDEAO était en réunion pour toujours cette éventuelle intervention militaire. Pas qu'il y ait un premier ultimatum qui n'a pas été respecté. Est-ce que les gars attention, sont prêts? ça ne veut pas dire que c'est fini. Alpha. Vous savez, on parle de dialogue, mais est-ce que c'est pas des missions? On a compris le petit jeu. On a compris le petit jeu de la CEDEAO. Non, peut-être tu as compris. On a compris le petit jeu de la CEDEAO. Non, faut pas dire il faut dire que tu as compris peut-être. Alors moi, j'ai compris le petit jeu de la même manière. Oui, le petit jeu de la CEDEAO. Non, c'est pas un petit jeu. C'est toi qui comprends ça comme ça. Pour un homme sérieux, quand tu donnes un ultimatum pour des cas de ce genre, j'aurais bien voulu voir dès le premier ultimatum donné par la CEDEAO. Vous avez non, écoutez, Kourouma, comprenez ce que je dis. Oui, attendez, vas-y rapidement. En d'autres termes, la CEDEAO aurait pu penser que nous sommes une organisation d'intégration, nous avons les moyens de règlement des conflits, dont les premiers sont les moyens de règlement pacifique. Elle aurait pu prioriser sur laquelle se vendre gratuitement à l'opinion. Comment se vendre gratuitement? Mais rien n'est tard. Mais rien n'est tard. C'est ce que tu ne comprends pas. Vous n'êtes pas intervenu. Est-ce qu'on peut vous prendre au sérieux? Mais attendez. Quelque part, rien n'est tard. Il n'a pas raison. Il y a un adage de chez nous qui dit souvent que quand vous voulez effrayer des enfants, l'animal qui effraie des enfants sort une fois par an. Si vous vous habituez à sortir, on n'a pas affaire avec des animaux. On a affaire avec des êtres humains. Des animaux supérieurs. Non, des êtres humains. Alpha, laisse-moi terminer s'il vous plaît. Allez-y. Souffle de interrompu. Je réitère, l'animal qui effraie des enfants au village, vous sortez une fois, ou soit vous sortez la nuit. Mais si vous vous hasardez à sortir autant de fois, les enfants vous tireront par la queue. On n'a pas affaire avec des enfants. C'est ce qui est arrivé à la CEDEAO. Aujourd'hui, elle ne va que s'apitoyer sur son sort. Personne ne le dira. On a dit ici que la CEDEAO était allée vite en besoin. On nous a contredit, mais on a vu ça, les résultats aujourd'hui. Maintenant, nous ne sommes plus dans cette situation-là. Mais aujourd'hui, la crise d'intervenir. Aujourd'hui, la ZENT est en train de s'installer. Ou je dirais même qu'elle a fini de s'installer. Parce que si vous avez écouté le discours du général Tiani, désormais, on ne parle plus même de négociations.
on est en train de parler aujourd'hui du cadre, de l'orientation même de la transition. Et puis après la nomination d'un Premier ministre, la formation du gouvernement. Et cela s'est passé du jour où même une délégation de la CEDEAO avait été accueillie à Niamey. Il y avait une forte mobilisation de la population de Niamey. Ça, ce sont les aspects. Et hier, les États-Unis ont envoyé leur ambassadrice, autant pour moi, n'est-ce pas? Donc, qui est très imprégnée des réalités africaines, qui était jusque-là à Lagos. À Lagos. Donc, cette ambassadrice a été nommée hier, même si quelque part, on fait croire aux autres partenaires donc, du Niger que la lettre de créance de l'ambassadrice ne seront pas présentées, mais quand même ce sont des signaux qui, n'est-ce pas, en tout cas qui nous prouvent à suffisance aujourd'hui que les États-Unis sont en train de s'implanter. Et c'est la France qui n'a que ses également aussi pour plairer au même titre que la CEDEAO. Aussi, il faut rappeler qu'aujourd'hui, les citoyens nigériens se sont levés. Samedi, hier, il y a eu une forte mobilisation dans la ville d'Agadez, également aussi dans la ville de Niamey, pour le soutien. Où, n'est-ce pas, des volontaires donc, pour la patrie ont été recrutés pour contrer donc, la CEDEAO. J'ai vu même l'image de... C'est une manipulation. Tu as notre regard par rapport à cette décision. C'est une manipulation. Par rapport à l'analyse de Sedoué. Bon, par rapport à est-ce que toi tu penses aujourd'hui que... Déjà, est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est finalement consommé? Alors, il y a eu un coup d'État, on ne peut pas le nier. Ça, c'est une certitude. S'il n'y avait pas eu de coup d'État, on ne serait pas en train de parler de ça. Alors, je pense que la CEDEAO est dans sa logique de départ et elle continue de rester cohérente. Exactement. Ce que la CEDEAO avait dit qu'elle allait intervenir si les putschistes ne quittent pas. Cependant, elle avait d'abord prévenu qu'elle épuiserait toutes les voies de recours. Toutes les voies de recours, en fait, toutes les pistes diplomatiques. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et elle est sur cette lancée. Rappelez-vous que la CEDEAO a envoyé des gens, des émissaires, à combien de reprises. Il faut aussi que vous compreniez que la guerre, elle coûte. Elle coûte très cher. Elle coûte pas qu'en argent. Pas qu'en argent. Pas qu'en vie humaine, même en sécurité, en géostratégie. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Donc la CEDEAO est sur cette lancée-là. Et l'autre chose, c'est que quand la CEDEAO dit qu'elle va intervenir, passer tel délai, ça ne veut pas dire que si elle dit le 15, après le 15, si vous ne quittez pas, nous allons intervenir. Ça veut dire que le 16, ils vont. Ça veut dire quoi? C'est à partir du 16, ils se donnent le droit d'intervenir à tout moment. Mais entre-temps, ils vont continuer à faire le dialogue, la négociation. Ça, c'est l'autre chose. La troisième, il faut savoir que lorsque la CEDEAO doit attaquer, la CEDEAO n'a pas une armée. En fait, ce n'est pas comme la Guinée. La Guinée décide de riposter tout de suite. On appelle quelques généraux, on se réunit et on riposte parce qu'on a une armée. La CEDEAO en tant que telle n'a pas une armée. On parle d'une force en attente. C'est les pays membres de la CEDEAO qui doivent donner des soldats. En fait, c'est pas comme si la CEDEAO existe en tant que pays à part. Donc, c'est les pays-là qui vont... on a entendu parler de 20 000 soldats avec le Nigeria, de combien? De 1500 avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Et ça demande du temps parce qu'il y a une question de logistique aussi qu'il faut prendre en compte. Il faut déjà mobiliser les gens qui doivent aller, il faut régler leurs soldes, il y a la question de logistique, de l'armement, du transport, etc., etc. Il y a aussi la stratégie qu'il faut mettre en place, même si on nous dit c'est fait, mais on sait que pour une guerre, ça prend du temps. Vous décidez, vous vous préparez au pire en espérant le meilleur. Et vous avez vu dans le cas de Gambie, le Sénégal a voulu attaquer la Gambie. Macky Sall voulait faire partir Jammeh qui avait d'abord perdu les élections, reconnu sa défaite, ensuite qui a décidé de rester. Et Macky Sall avait dit qu'il allait attaquer militairement la Gambie. Et il était même à mettre 3000 personnes. Et là, on parle d'un seul pays et ça avait pris du temps. C'est ce qui a permis au professeur Alpha Condé, par exemple, de convaincre Yaya Jammeh que la solution, ce n'est plus de se cramponner au pouvoir, c'est de trouver le moyen de partir et de ne pas être inquiété. Donc, ça prend du temps et c'est normal. Là, on parle d'un pays. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on parle des pays qui sont proches de... C'est que le Nigeria qui est chaud, c'est qu'il est de coutume au niveau de la CEDEAO que lorsqu'un pays a un problème,
ce sont ses voisins immédiats qui interviennent d'abord. Et le Nigeria est le voisin le plus influent de tous ceux, ceux qui sont de la CEDEAO, qui font frontière avec le Niger. Donc c'est normal que le Nigeria prenne le devant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, Tinubu est président du Nigeria et président de la CEDEAO. Ça aussi, c'est une raison. Et il y a d'autres pays qui sont associés à cette situation. Si on me dit que les États-Unis ont nommé un ambassadeur ou une ambassadrice qui ne va pas présenter sa lettre de créance, mais c'est un camouflet pour la junte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la junte qui est là, elle est là-bas, mais personne ne la reconnaît. Ça veut dire que l'ambassadrice des États-Unis va venir travailler au Niger. Personne ne pourra lui dire quoi que ce soit, parce qu'en même temps, ce n'est pas... envoyer un ambassadeur plénipotentiaire dans un État sans l'aide de créance, mais il y a la reconnaissance tacite de l'État. La reconnaissance tacite en droit international. Envoyer un ambassadeur, c'est une reconnaissance tacite. Voilà, c'est en droit international, cela confie une reconnaissance tacite. Vous allez donner la définition, c'est important qu'on donne cette définition pour comprendre. Mais vas-y dessus. Je pense qu'ils ont bêché beaucoup trop de leçons, ils sont en train de tout mélanger. Je ne dis pas qu'ils ne reconnaissent pas le Niger en tant qu'État. Non, on n'a rien mélangé. C'est le droit, c'est qu'on dit. Un État ne se reconnaît qu'à travers ses institutions. Tu ne peux pas envoyer ton ambassadeur dans un État qui ne reconnaît pas l'État. Ne se reconnaît qu'à travers ses institutions en première ligne. Ça, ce n'est pas des théories d'université, c'est la réalité. C'est une question qu'on va se poser. Un ambassadeur, sans l'aide de créance, je vais continuer. Non, je vais continuer. Je vais continuer. Ce que je disais, c'est que on ne parle pas de l'État du Niger en tant que tel. Ici, il y a deux situations. La première situation, c'est qu'il y a un coup d'État. La deuxième, il y a la plupart des États de la communauté internationale qui considèrent non pas que le coup d'État n'existe pas, que c'est une tentative de coup d'État et que Bazoum reste président. Donc si vous envoyez un ambassadeur dans ce pays-là et que vous dites à ceux qui ont la force, nous ne vous présenterons pas de lettre de créance, ça voudrait dire quoi? C'est parce que ce n'est pas vous que nous reconnaissons comme étant les chefs légitimes du Niger. Il y a un président qui est en prison. C'est parce qu'il est en prison qu'on ne peut pas lui tendre la lettre de créance. Donc on va envoyer, et si quelqu'un peut faire quelque chose, on peut voir ça. On peut aussi interpréter cette situation comme ça. Et pour finir, je pense qu'aujourd'hui, mis à part quelques pays, 4-5 pays au total dans le monde, la junte n'arrive pas, même pas à nommer ses ambassadeurs. Parce que toutes les fois qu'elle nomme, les gens disent je ne quitte pas parce que tu n'es pas président. Donc ils sont en train d'être asphyxiés de toutes parts, et sans oublier l'asphyxie économique et la question sécuritaire qui s'aggrave davantage. Et donc tout ceci ne fera que, parce que la CEDEAO est intelligente, il faut créer un climat délétère et d'insécurité au sein même de l'État du Niger, pour que dès les premiers coups de feu, qu'entre eux là-bas, certaines se disent il faut que je sauve ma peau, et qu'ils arrêtent le général Tiani pour dire nous avons décidé de nous rallier à la CEDEAO. C'est tout. D'accord. Et l'autre explication, c'est l'autre question que je veux poser aussi. Est-ce que ça ne serait pas aussi possible, même à l'interne, parce qu'il y a l'ex-homme fort du numéro 4 de pouvoir qui était un ex-rebelle, qui se dit que lui, que si le pouvoir, il s'appelle Tiani, ne rend pas le pouvoir, il sera prêt à prendre les armes quand même à déloger Tiani. Est-ce que aussi à l'interne, ce n'est pas un autre problème auquel aussi le Niger doit faire face? Oui, il y a plusieurs problèmes déjà. Est-ce que la CEDEAO ne peut pas aussi appuyer Non, ça serait grave. Ça serait encore en violation des textes de loi de la CEDEAO. Il n'est nulle part... déjà une violation des textes de loi de la CEDEAO. Oui, on a parlé de ça. Mais un putschiste... Non, attention. Le coup d'État, c'est quoi? Suivez, c'est deux choses différentes. Vous ne pouvez pas armer, c'est-à-dire un groupe rebelle pour attaquer officiellement un État. C'est pas possible. Et officieusement. Ça devient une agression. Ça, c'est autre chose. Ça serait ce qu'aujourd'hui, ce qu'on reproche à la CEDEAO, ça serait ce qu'on appelle décréter aujourd'hui sa mort. Personne ne supporterait ça. Même les Nations Unies ne va pas le faire officiellement. Ce que les textes prévoient, ce sont des hypothèses. Et même ça aujourd'hui, nous, on l'a dit, je le dis encore. Et je suis la question que je me pose en tant que le droit international, que ce ne soit pas un rebelle, mais que ce soit alors un autre groupe qui soutient de l'armée régulière. Mais attends, ça veut dire alors, si, par exemple, ce groupe qui est sorti hier,
et la population qui a sorti pour soutenir ça peut exister. Oui, justement. Alors, est-ce que s'il y a un autre contre-manifestant aussi qui a été, peut-être qui est... Je peux comprendre qu'il y a un groupe qui soutient Bazoum. L'avantage d'avoir pour la CEDEAO un groupe armé là-bas et qui crie et qui tire, c'est que ça crée un climat d'insécurité. Et mieux vaut avoir un groupe qu'il maîtrise, même si c'est en sourdine. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'officiellement, ce n'est pas possible. Mais en sourdine, on sait qu'on peut faire tout. On sait que la France a armé les rebelles contre Kadhafi. En sourdine, ils peuvent financer ce mouvement pour mieux le gérer à la fin de la crise, parce que c'est mieux d'avoir un mouvement qu'on gère plutôt que d'avoir... Si je vous donne l'exemple de l'ANC. L'ANC avait une branche armée. Et quel était l'argument de Mandela? C'est mieux d'avoir une branche armée qu'on maîtrise que de voir tout le peuple être armé en même temps et que l'Afrique du Sud tombe à jamais dans le chaos. C'est tellement intéressant ce que vous êtes entendu, surtout sur ce dossier du Niger. Mais